Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le mardi 5 novembre 1866, l'église Saint-Roch à Paris retentit des échos d'une messe où les voix des chœurs se mêlent aux sanglots de plusieurs assistants. Commandée par le comité des artistes dramatiques fondé et présidé par le baron Taylor, elle clôt pour le public et la presse les nouvelles d'un drame lointain une vingtaine de jours après son rapide déroulement, et dont les échos sont parvenus dans les premiers crépitements du télégraphe transatlantique. Rue Saint-Honoré, Saint-Roch est situé dans le cœur vibrant du Second Empire, celui de la société parisienne où se mélangent les arts, le pouvoir, l'esprit et la fête. Au sud, la rue de Rivoli joint le Palais Royal, qui rassemble des galeries commerciales encore renommées ainsi que la salle du Théâtre Français aux Tuileries où réside le couple impérial qui accorde tant de place aux fêtes, au mouvement, à la mode. Un peu plus haut, rue Ventadour, se tient le Théâtre des Italiens, vers les boulevards. Les derniers théâtres laissés par le grand déménagement de 1862 côtoient l'Académie impériale de musique, l'Opéra, logé pour quelque temps encore rue Lepelletier. La troupe des artistes que l'on pleure a quitté la France le 13 septembre précédent, pour ouvrir la saison de l'Opéra français de la Nouvelle-Orléans. Le paquebot sur lequel il s'était embarqué à New York, l'Evening Star, a sombré au matin du 3 octobre. Si la nouvelle a été connue en France le 11 octobre, les journaux, avec l'espoir d'éventuels survivants, n'ont publié la liste des disparus que par bribes. Les coquilles typographiques s'ajoutent aux erreurs des listes américaines et aux imperfections du télégraphe. Les archéologues du XXIe siècle, face aux traces et aux objets figés au fond de l'océan, parlent de time capsule. L'épave de l'Evening Star, qui repose par de grands fonds, ne doit plus proposer aujourd'hui que la masse métallique de sa machine alors que la coque et ses aménagements en chêne ont depuis longtemps été rongés par les organismes marins tout comme les restes des malheureuses victimes. Quittant le silence du sépulcre marin, cet essai se veut une time capsule virtuelle faite des témoignages d'archives et surtout du reflet du siècle que nous renvoient encore les articles et les mots de la presse contemporaine. Dans ces pages se mêlent le monde de la Seine et celui de la mer. Le voyage inachevé devenu destin, la reconstitution d'une mémoire par les traces multiples laissées de chaque côté de l'océan, forment les points d'articulation de cet ouvrage. Un événement extraordinaire a atteint un groupe d'hommes et de femmes qui se révèlent tout à fait ordinaires, malgré les travestis du théâtre et le rêve d'immortalité que porte le monde du spectacle. Dans un siècle affairé, la catastrophe n'a suspendu le temps que pour quelques semaines. L'éphémère actualité ne leur a pas accordé plus de célébrité qu'ils n'en avaient reçu sur les scènes. L'Evening Star est l'histoire d'espoir, de rencontres improbables, et le voyage brutalement interrompu mérite d'être poursuivi. C'est une archéologie de la modernité que je propose. Archéologie, car il faut exhumer du sol, tirer du fond de l'océan tous les objets, les artefacts, les traces qui permettront de restituer une société dans son ensemble. Modernité, car le XIXe siècle est le moment où se produit véritablement le choc qui, par le double effet de la technique et de l'ouverture du monde, nous pousse dans une course qui est toujours la nôtre. La distance que nous pouvons avoir face au passé nous rassure. En retrouvant ces objets désuets ou ces manières si différentes, nous croyons tenir la preuve de notre altérité, de nos progrès, mais avec son équipage et ses passagers, l'Evening Star flotte toujours et s'apprête une nouvelle fois à faire naufrage. C'est en embarquant au début du voyage que nous pouvons apprécier l'étendue d'un monde oublié, mais étrangement familier. La mémoire et ses miroirs. L'événement, une tragédie maritime oubliée. L'affaire de l'Evening Star est encore signalée aux États-Unis, essentiellement par des sites généalogiques, mais totalement oubliée en France malgré la présence de la cinquantaine d'artistes d'une troupe qui ne parvint jamais ni à la gloire ni au rêve américain. Le patronyme du navire, l'Evening Star, l'étoile du soir, la rencontre improbable dans ce drame où tous seront égaux de comédiens et d'artistes d'opéra venus de l'autre côté de l'océan, d'un orchestre de cirque, de demoiselles destinées aux maisons closes et de quelques célébrités locales de la Nouvelle-Orléans, pousserait facilement une évocation romantique. Sous l'image pittoresque des crinolines, l'apparence faussement surannée du navire englouti, les échos d'une fête qui ne s'est jamais produite, l'horreur crue des faits communique un sentiment de malaise qui dépasse la simple qualification de tragédie, mais va nous inciter à imaginer, à reconstruire ce qui fut brutalement interrompu.
Dans le mois d'octobre 1866, la nouvelle du naufrage de l'Evening Star aura suscité une intense, mais brève émotion. Les terribles conditions de la disparition de près de 300 personnes ont été tout de suite reportées avec les quelques témoins, mais la presse américaine décrivit la foule des passagers comme « remarquable caractère » en raison de cette rencontre inhabituelle des genres. Dans une première manière de réagir au nouveau drame, les New-Yorkais évoquent alors la perte de l'Arctique survenue en septembre 1854. La comparaison avec le paquebot transatlantique de la Collins Line ne valait que pour le nombre assez proche des victimes, et l'indignité dans la composition de la petite troupe des survivants, tous des hommes dont une grosse majorité de marins. Par contre, les circonstances, un abordage dans la brume au large de Terre-Neuve, avaient été bien différentes. Sur la route menant de New York vers l'Amérique centrale et le golfe du Mexique, l'Evening Star est le quatrième et dernier d'une liste spécifique aux navires à vapeur et à roues comprenant le San Francisco de la Pacific Mail en décembre 1854, le Central America en septembre 1857, le République en octobre 1865. Ce sont tous des navires relativement similaires pris dans des tourmentes d'une grande violence, qui les ont progressivement démantelés. Ultérieurement, la liste des naufrages s'allongera encore avec des navires en acier modernes à côté de multiples voiliers et petites embarcations disparues sans laisser de traces. Depuis la ruée vers l'or de Californie en 1848, l'itinéraire maritime est devenu un pont essentiel pour les États-Unis, alors que la saison menant d'avril à octobre est connue pour la violence meurtrière et la soudaineté des tempêtes cycloniques ou hurricanes. La fréquentation des lignes maritimes et leurs risques humains ne diminueront qu'avec l'amélioration des liaisons ferroviaires terrestres une fois refermée la parenthèse de la guerre civile de 1861 à 1865. L'oubli vient souvent recouvrir de tels événements supplantés par d'autres, plus meurtriers encore, plus proches ou plus parlants. Précédant l'Evening Star et dans les mêmes parages, le naufrage du Central America en 1857 allait demeurer bien plus vivace dans les mémoires par la quantité phénoménale d'or qu'il contenait. L'imagination et l'appétit des chercheurs de trésors ne seront satisfaits qu'en 2000. Par contre, le déroulement et le dénouement du drame avaient été quelque peu différents. Les commentateurs soulignaient le calme et le courage des passagers et de l'équipage mené par le capitaine Herndon. Des navires assistaient à la scène et avaient recueilli une partie des passagers et des marins, même si le nombre des victimes était également fort élevé. Il n'en serait pas de même en 1866 où tous, plongés dans une tempête soudaine et terrible, furent livrés brutalement à eux-mêmes. Seule la violence des éléments et l'enchaînement mécanique des destructions opérées sur les bâtiments s'étaient reproduits pareillement. Semée dans les colonnes des journaux français entre le 10 et le 25 octobre, la nouvelle du naufrage au large de l'Amérique avait d'abord soulevé l'incertitude auprès du public. Un suspens qui se terminerait par la liste plus ou moins complète des disparus. Malgré le grand nombre d'artistes connus, il avait été laissé peu de temps aux questions. Peut-on échapper à l'effroyable ? Quel était le sort réservé à chacun qui en resterait à jamais affligé ? Et aucune place à la réflexion, à la suite de quel enchaînement tant de personnes avaient été précipitées dans les flots. Hésitant entre l'actualité internationale, le fait divers, la nécrologie ou les dernières des spectacles, les quelques lignes consacrées prennent place parmi celles relatant les inondations de la Loire, le glissement dans la folie de l'impératrice Charlotte, le retour du couple impérial de Biarritz à Saint-Cloud avant la saison de Compiègne, les préparatifs à Toulon en vue de ramener les dernières troupes du Mexique, le plébiscite en Vénétie, le procès bruxellois de l'affaire Riscala, sombre énigme policière autour des apostrophes. Un colonel turc homosexuel et de son riche amant anglais, entre Londres, Liège et Paris. L'histoire de la troupe Alaïsa commence avec 3 frères composant une famille d'acteurs et d'entrepreneurs du spectacle. L'aîné, Charles, a pris en main quelques années auparavant l'opéra de Saint-Étienne, à une époque où les scènes provinciales bruissent de cris, de conflits et d'incertitudes. Il ne renouvellera pas son mandat et redeviendra simple comédien. À 28 ans, le cadet, Paul, a commencé à se faire une place sur les scènes parisiennes du boulevard. Après avoir commencé à se bâtir une réputation, il s'engage en 1864 dans une troupe qui parcourt l'Allemagne et l'Empire des Habsbourg. À la fin de l'année, il déserte et abandonne ses camarades pour rejoindre à Mexico son frère Marcelin. Celui-ci,
jeune et entreprenant directeur de troupe, est l'un des rares Français à vouloir traduire sur les planches le rêve américain. Marcellin Alaïza a dirigé quelques années auparavant le théâtre de Saint-Pierre de la Martinique, assurément la plus belle salle des colonies françaises. L'île est aussi un bon observatoire d'un continent prometteur, mais encore agité par des guerres civiles. À l'issue de l'année 1865, le bilan est mitigé. L'aventure mexicaine tourne court. La débâcle de l'intervention de Napoléon III se confirme et emporte avec elle la bienveillance envers toute présence française. Après 6 mois de campagne, replié avec ses comédiens à La Havane, il se tourne vers un autre pays plus proche. À ce moment, la guerre civile des États-Unis vient de s'arrêter, ouvrant les portes d'une scène qui fut l'une des plus vivantes et les plus prestigieuses du grand pays, la Nouvelle-Orléans. La capitale de la Louisiane, reprise dès 1862 par les forces légales de l'Union, aura dû attendre la paix encore 3 années. Le coton reprend peu à peu sa place sur les docks. Les bourgeois de la cité veulent oublier la guerre et surtout éluder les questions que pose la fin de l'esclavage. Ils veulent retrouver la fête et le prestige, un raffinement aristocratique et européen qu'ils pouvaient encore récemment opposer au Nord vainqueur. Le public est sevré de nouveautés, et la belle salle de l'Opéra français de la Nouvelle-Orléans attend ses acteurs. Il n'y a plus de troupe à demeure, et les seules représentations lyriques ont été assurées par une compagnie italienne en tournée dans toute l'Amérique du Nord à l'initiative de l'impresario Max Strakosch. Marcellin donne déjà quelques pièces modernes du répertoire dramatique français. Le succès est là, à l'exception de Nos intimes de Victorien Sardou qui a le don de déranger dans de nombreux pays. Le bel et récent édifice du French Theatre ne saurait se contenter de pièces de boulevard malgré l'habileté des acteurs. Marcellin obtient le soutien d'investisseurs afin d'engager une troupe d'opéra complète en Europe. Parmi d'autres, un certain McDonough lui octroie $7 000. Il devra recruter les meilleurs à Paris. L'été est la période des engagements. Marcellin Alaïza sera assisté par ses 2 frères Paul et Charles. Il séjourne à Suresnes auprès de son père Michel Alaïza, lorsqu'il décède brusquement le 5 juillet 1866 à l'âge de 35 ans. Son père va le suivre 5 jours plus tard, et c'est une famille affligée qui doit achever la tâche et les engagements de Marcellin. Il est décidé que ce sera le cadet Paul qui prendra la direction. Les 2 frères, avec l'aide de l'agence artistique Perronne, 6 au 96 rue de Cléry, vont continuer le recrutement qui rassemble environ une 50aine d'artistes. Certains viennent de La Haye, d'autres d'Istanbul. Une poignée s'est déjà assuré une réputation critique solide sur des scènes reconnues, mais sont à leur tournant. Quelques autres sont suffisamment jeunes pour porter tous les espoirs. Par contre, beaucoup n'ont connu que des succès lointains ou éphémères, des allers et retours peu convaincants entre Paris et la province, des carrières qui ne durent que par la nécessité, des réputations chancelantes. Tous cherchent une seconde ou une première chance. Sur l'affiche de la Nouvelle-Orléans, les mentions des scènes françaises ou européennes feront effet quoiqu'elles recouvrent une réalité plus modeste. Quelques-uns se sont retrouvés sur la scène de Saint-Pierre de la Martinique aux côtés de Marcellin. L'un a même déjà abordé avec lui en Louisiane ainsi que la comédienne Élodie Girard qui sera premier rôle. Tous 2 n'ont pas hésité à effectuer un rapide aller et retour transatlantique, au milieu de cette année 1866. Parmi les plus anciennes des tréteaux, Céline Caillot a failli connaître une première fois l'Amérique, engagée pour la troupe de Mexico 2 ans auparavant lorsqu'un premier naufrage lui avait fait renoncer. Avec une 50aine de comédiens, chanteurs, musiciens, l'investissement est d'importance pour les Alaïza et la Nouvelle-Orléans malgré les termes serrés des contrats selon le journal La Comédie. Il ne pouvait être question de renoncer au prestige et au cachet que pouvait apporter la grande ville du Sud. L'opportunité est même inespérée avant que la concurrence ne revienne, et les recettes devront être substantielles vis-à-vis d'une Europe et surtout d'un marché français qui sature et s'inquiète depuis le décret de libéralisation de 1864. Le mauvais temps, pluie et bourrasque, règne sur l'ouest de la France et l'Atlantique lorsque la compagnie embarque au Havre le jeudi 13 septembre 1866 sur le paquebot Ville de Paris. Ce navire à hélice de la Compagnie Générale Transatlantique est pratiquement neuf, mis en service quelques mois auparavant. Lancé à Glasgow au chantier Napier en décembre 1865,
Il a effectué sa première traversée du Havre à New York le 24 mai 1866 en 9 jours et 10 heures. Son avant à guibre et son mât de beaupré proéminent lui donnent l'allure racée d'un clipper, à l'opposé des massifs paquebots à roues qu'il côtoie dans le bassin. Depuis le quai, il présente une longue coque métallique peinte en gris, surmontée de 3 mâts assez courts et d'une grande cheminée noire placée entre la misaine et le grand mât. Reliant les deux gaillards en tôle, une superstructure en bois court sur toute sa longueur et allonge encore sa silhouette. Elle abrite les logements des officiers, les bureaux du commissaire et de l'agent des postes, la chambre de navigation, les têtes de cylindre de la machine, la cuisine, la grande salle à manger de 20 mètres de long puis les salons réservés aux passagers, les 4 descentes ou escaliers vers le pont des cabines. Le capitaine Surmont, qui accueille les voyageurs à l'échelle de coupé arrière, est un Normand d'Honfleur. Il a 43 ans, et est entré à la compagnie transatlantique dès sa création il y a 2 ans après avoir commandé plusieurs grands voiliers au long cours. 7 ans plus tard, il sera le commandant du malheureux Ville du Havre abordé et naufragé dans l'Atlantique le 22 novembre 1873. Rescapé et fortement mis en cause après les très nombreuses victimes, au centre d'une violente polémique où s'affronteront les journaux français et anglo-américains, il sera absous par la commission d'amirauté. À l'issue du procès, il retrouvera la passerelle du Ville de Paris. La compagnie de Paul Alaïsa y retrouve une autre troupe, beaucoup plus réduite et destinée à l'Opéra de New York, conduite par Paul Juignet. On recense une petite foule de 63 artistes qui réussiront à ravir et égayer les autres passagers et l'équipage, malgré le gros temps dans la première partie de la traversée. Si la comédie oppose les deux troupes, certains membres se connaissent. Léontine d'Esterbeck a rencontré Mademoiselle Laurentis à Lyon, les comédiens Ernest Gravier et Paul Roche retrouvent leur ancien directeur de New York, Paul Juignet. Comme Paul Alaïsa, Paul Juignet va essayer d'associer le grand opéra à la comédie qui a jusqu'ici fait son succès. Ce sont les cabines de l'entrepont chichement éclairées par des hublots circulaires, qui vont recueillir durant les premiers jours les nombreux malades de l'océan. La gîte et la tempête n'incitent guère à trop fréquenter la salle à manger lambrissée d'érable verni, et les salons du pont principal. Encore au-dessus, le pont promenade sur lequel les rafales entraînent alternativement paquets de mer et scories de charbon rejetés par la cheminée est encore moins praticable. La faim gagnant sur la nausée, les voyageurs vont s'habituer progressivement, s'amariner, se remettre à converser entre eux et avec les officiers. Se distraire de la monotonie de la navigation ou de ses appréhensions, face à un univers effrayant et nouveau pour certains, est une nécessité en mer. Le confinement des espaces communs n'est pas un véritable remède au mal de mer. Aussi, à défaut de pouvoir rester longtemps sur le pont à regarder danser les vagues, voler l'écume, monter et descendre sur l'horizon la ligne du bastingage, les plus valides doivent impérativement trouver une occupation. La visite des machines est alors un incontournable des traversées, le progrès technique un mystère que l'on aime dévoiler ou comprendre et les officiers sont fiers de leur navire. Les visiteurs ne s'attardent guère dans la chaufferie, où chaleur et humidité donnent vite l'impression de suffoquer pour ceux qui ne sont pas habitués. Les soutiers qui s'affairent devant les 32 foyers alternativement ouverts et fermés paraissent plus étranges encore, une sorte de nouvelle espèce humaine qui inspire respect et crainte à la fois. Il faut baisser la tête pour s'engager dans le tunnel traversant la soute à charbon, et gagner la machine où le bruit domine. Les 2 cylindres gainés d'un manteau de bois destiné à conserver la chaleur remontent jusqu'au pont principal, éclairé par un lanterneau. La pièce maîtresse est le fameux arbre d'hélice, long d'une 30aine de mètres, tournant inlassablement à grande vitesse. Il est le clou du progrès maritime de l'époque. Par forte mer, l'allure peut être moins réduite qu'avec les roues, réputées plus fragiles et prenant les vagues de front, mais le navire fatigue tout de même beaucoup. Après 14 traversées, le fameux arbre où l'on a détecté des fissures va devoir être changé, tant sur le Ville de Paris que sur son frère le Pereire. Heureusement, sa surveillance constante aura permis de prévenir une rupture fatale en pleine mer. Pour se distraire dans les fumoirs ou le salon, les jeux de cartes, mais aussi la musique, les extraits de pièces ou les improvisations viennent toujours à propos. Nos artistes seront sollicités et ne se feront pas prier. Toutes les cabines sont occupées durant cette traversée, et l'on ne manque ni de spectateurs ni d'applaudissements. Les soirées s'étirent,
car à part les enfants mis impérativement au lit, peu de voyageurs sont pressés de regagner les cabines froides, sans chauffage et surtout laissés sans véritable aération dans la journée à cause du gros temps. Au couvre-feu, il faut enfiler la tenue mauresque, on appelle ainsi les grandes chemises de nuit de coton qui se ressentent de l'humidité permanente. Une fois les passagers couchés, les garçons de cabine font leur tournée vérifiant l'extinction des lampes à pétrole et la fermeture des fameux hublots. La mémoire se marque alors de ces multiples instants, de ces rencontres, effaçant pour les voyageurs le temps intermédiaire qu'a été leur présence sur le paquebot. Le Ville de Paris atteint à New York le mardi 25 septembre après une traversée de 12 jours, au lieu des 9 prévus, due à l'état de la mer. À son retour, il repartira de New York le 6 octobre pour arriver au Havre le 18 octobre et son équipage apprendre la triste nouvelle de l'Evening Star parvenue par le télégraphe. À New York après une nuit d'hôtel, Paul Alaïza décide de rejoindre la Nouvelle-Orléans par voie terrestre. Par contre, pour un voyage plus confortable, son frère et codirecteur Charles, sa famille et les 54 membres dont les places ont été réservées embarqueront sur l'Evening Star. Le départ est affiché pour le vendredi 28 septembre. Avec le retard du Ville de Paris, il ne reste que 2 jours en correspondance dans la grande cité pour les Français. Ils auront à peine le temps de se remettre de la fatigue de la traversée de l'océan. Certains des comédiens connaissent déjà New York. Ils ne seront pas trop dépaysés et y ont gardé des relations parmi la petite colonie française. Ceux de leurs camarades qui auront cherché à sortir de leur cercle et de leur hôtel auront peut-être fait, en se promenant, les mêmes remarques que les autres voyageurs les ayant précédés. Elles tournent autour de 3 thèmes récurrents. Le corps des pompiers organisé militairement autour de pompes numérotées, les milices dont la discipline et la musique ne valent pas celles de la garde nationale parisienne et enfin les omnibus et tramways, nombreux, pratiques, mais inconfortables à cause de l'affluence. La conduite vis-à-vis des femmes est aussi remarquée, sortant librement, l'indifférence polie qu'elle suscite est à l'opposé de la sollicitude intéressée et trop empressée des Parisiens, une attitude qui se situe pour les Français entre respect et goujaterie. Mercredi et jeudi, les visiteurs auront vu une ville active, fébrile même, et n'auront pas eu à goûter les tristes dimanches puritains qui ont toujours cours. Les précieuses malles n'auront pas été défaites, elles doivent être de nouveau enregistrées et des marins du Ville de Paris aident à les porter directement au bureau de la New York, New Orleans Mail Steamship, l'armateur du nouveau paquebot. La compagnie est la plus renommée sur la route du Sud et son intitulé est souvent abrégé en New York Mail, d'autant que ses propriétaires lorgnent désormais plus loin jusqu'au Brésil. On l'appelle également la Starline, pour le patronyme de ses 4 navires, Morning Star, Evening Star, Guiding Star, Rising Star. Ils assurent depuis 3 ans les rotations régulières du service postal fédéral américain, et sont plus confortables et plus rapides que les petites unités concurrentes de la Cromwell Line. Durant les 10 jours du trajet jusqu'à la Nouvelle-Orléans, les voyageurs vont progressivement passer de la fraîcheur de la Nouvelle-Angleterre où s'installe l'été indien à la chaleur moite des rives du Mississippi en passant par le chaudron du port de la Havane, une courte escale nécessaire au ravitaillement en combustible. À l'instar de la Nouvelle-Orléans, la Havane dispose d'un théâtre renommé. Dès 1847, la troupe du Havana Italian Opera s'est produite à Boston, Philadelphie et New York. Avec la ligne de paquebot New York, la Nouvelle-Orléans, Panama, les échanges sont plus faciles qu'avec la lointaine métropole espagnole qui peine à mettre en œuvre un service régulier à la vapeur. La corruption de l'administration locale, la persistance de l'esclavage, les convoitises américaines sur la colonie qui aboutiront en 1897 achèvent de faire de l'île une société nerveuse, agitée politiquement. En janvier 1859, l'acquisition de l'île espagnole était déjà discutée à Washington. Mrs. Slidell de la Louisiane et Branch de la Caroline du Nord ont présenté dans leur rapport un raisonnement d'une simple et mécanique clarté. L'achat de la Louisiane a conduit, comme un corollaire nécessaire, à l'annexion de la Floride et ces 2 précédents mènent infailliblement à l'acquisition de Cuba. Sans parler du prix envisagé qui oscille entre 30 et 300 millions de dollars, les représentants s'inquiètent de la gouvernance future avec la présence d'une population noire supplémentaire composée à la fois d'esclaves et d'affranchis libres. D'autres parlementaires ont une visée plus immédiate, un calcul politique quelque peu sordide. Avec l'annexion de l'île, les États pratiquant l'esclavage seront majoritaires au sein de l'Union.
Plus riche, plus diverse, plus indépendante que ses voisines britanniques ou françaises, vulgaire colonie sucrière, Cuba est la plaque tournante des Caraïbes et même de l'Amérique tout entière. Les lignes de bateaux à vapeur en font une escale obligée entre nord et sud. Enfin, le théâtre y est très prisé, car l'aristocratie cubaine n'a pas pour habitude de se recevoir et de donner de grandes réceptions chez elle. De nombreux artistes français y sont passés, dont certains membres de la troupe alors conduite par Marcelin après l'expérience mexicaine. Toute la matinée, les passagers, dont les malles ont été descendus dans les cales, montent et s'installent dans le grand navire de bois dont le départ est prévu en milieu d'après-midi. La silhouette du paquebot américain est moins racée que celle du Ville de Paris. Il lui cède aussi presque 1 millier de tonneaux de jauge, mais le confort y est comparable. Les observateurs attentifs lui trouveront une parenté certaine avec les nombreux vapeurs qui parcourent la rade de New York et les rives de l'Hudson. Son franc-bord élevé, sa coque peinte en noir et soulignée d'un liseré blanc, son gréement réduit à 2 formats qui le rehaussent encore, le distinguent de cette foule besogneuse. Le milieu du bâtiment est occupé par les chaudières et la machine. Une cheminée noire précède le balancier juché sur un chevalet. Durant tout le trajet, ses bras vont monter et descendre régulièrement au rythme du piston pour animer les grandes roues. Leur diamètre multipliant l'effort de la machine va assurer une vitesse de 12 nœuds qui ne cède en rien à celle de la plupart des unités à hélice que l'on qualifierait de plus modernes. Aucun des nouveaux occupants du navire ne peut imaginer que, lorsqu'au bout de 6 jours le balancier s'arrêtera, la mort dominera la scène. De même, la plateforme appelée Hurricane Deck, coiffant le salon et si agréable pour se rafraîchir en quittant le confinement des pièces communes, deviendra pour quelques courtes minutes le tableau de l'enfer, celui des damnés et du désespoir, celui d'un pathétique et éphémère radeau de fortune. Avec la pression qui monte lentement, la vapeur fuse le long de la muraille sombre puis s'évanouit en se mêlant aux scories de charbon échappées de la cheminée. Les passagers des cabines, la classe cabine, la première classe et une poignée de la deuxième classe sont dirigés vers la moitié arrière où un grand salon, dénommé Social Room, s'ouvre sur le pont supérieur entouré par les canaux de sauvetage montés sur bossoirs. De là un escalier descend aux rangées des cabines, les State Rooms, occupant le pont principal couvert et qui se succèdent jusqu'à la poupe. Entre elles, l'espace central avec table et banquette sert de salle à manger, éclairé par les puits de lumière des écoutilles percés sur le pont supérieur. Parmi ces cabines, offrant de 3 à 6 couchettes, on trouve une confortable bridal suite pour 2 époux chanceux et fortunés. Les cabinets de toilette sont placés sur les ailes à l'aplomb des roues. À l'opposé et à l'avant du massif de la machine vont s'entasser 53 voyageurs supplémentaires de 3e classe, les passagers d'entrepont steerage, juste au-dessus des cales à marchandises. L'équipage a fort à faire pour placer tous les arrivants, d'autant qu'une bonne part ne comprend pas les ordres, quels que soient les accents de la langue de Shakespeare. L'opération est de la responsabilité du commissaire de bord ou économe comme on désigne encore ce poste, le purser Ellery Allen. Après avoir rempli les registres d'embarquement, il faut répartir les couchettes, caser et arrimer les sacs de voyage qui n'ont pas pris place dans la cale avec les malles. En 1867, Jules Verne remarquera que les passagers anglo-saxons embarquent et s'installent posément comme chez eux, alors que les Français montent à l'assaut fébrilement comme des zouaves. Le voyage, vécu comme une transition par les premiers, doit encore être appréhendé comme une aventure et une bataille par les seconds. Passer du paquebot de la transatlantique et ses officiers obligeants au navire américain avec son équipage réduit et monolingue, c'est plonger dans la dure, mais efficace réalité du Nouveau Monde. Autre détail qui pourrait être interprété comme un signe de nonchalance, les équipages américains sont en civil, sans les uniformes traits marine nationale, qui distinguent et marquent l'autorité pour les équipages français des paquebots postaux. Malgré le gréement, 2 mâts croisés de vergue, c'est la machine qui va assurer l'essentiel de l'effort. Au fond de la coque, sous la direction du chef mécanicien Robert Finger, 20 hommes enfournent le charbon, surveillent les niveaux d'eau, guettent l'aiguille et les soupapes de la pression. Pour présider à tout cela, le capitaine Knapp s'est résigné à sortir de sa retraite. Il a repris la mer malgré les regrets et appréhensions de sa femme. En un mot, sa médiocre retraite ne lui permettait pas de maintenir un train de vie minimum dans un pays où l'inflation sévit depuis la guerre. Avec ses quelques 220 passagers, l'Evening Star est bien remplie,
mais n'est pas surchargé d'autant que certains passagers prévus se sont désistés, notamment J.R. Spalding, directeur du cirque Spalding Bidwell qui vient d'engager une troupe d'une vingtaine d'artistes. Le navire emporte un petit nombre d'habitués retournant vers le sud pour la saison d'hiver, accompagnés pour certains de leur personnel et de leurs familles. On rapporte la présence de la patronne d'une maison de grisette, signe du recrutement pour la saison de nombreuses et nouvelles demoiselles de petite vertu. Les passagers éminents qui seront cités en premier lieu par la presse sont tous des notables louisianais. James Gallier, l'architecte de l'Opéra de la Nouvelle-Orléans, et sa femme Kate, le général Palfrey, son épouse, leur enfant et un serviteur, Mademoiselle Slough qui est la fille de Thomas Slough, homme politique et président de la Sun Mutual Insurance C de New Orleans, des marchands et hommes d'affaires de la cité, des prétaux de la Wolfco, William Rockwell Jack. James Gallier connaît particulièrement bien l'Europe puisque, né en Irlande à Ravensdale en 1798. Après un début de carrière londonienne, il est venu en Amérique en 1832, à New York avant de s'installer à la Nouvelle-Orléans en 1834. Il s'est uni à sa deuxième épouse Kate Robinson en 1850 avant d'effectuer le grand tour sur le vieux continent en 1852, où il a hélas perdu son unique enfant. Il a de nouveau séjourné un long moment à Paris, durant la guerre civile. Parmi tous les négociants, officiers vétérans de la guerre récente, il est certain que l'architecte est le plus à même d'échanger avec ces passagers français qui vont animer son théâtre. À côté d'eux, dans ces cabines plus ou moins larges aux couchettes multiples, se presse un curieux mélange où la troupe des artistes français rencontre celle d'un cirque, des familles ordinaires, des artisans et des employés répondant à un emploi, des demoiselles en nombre et non accompagnées en lesquelles la presse voudra voir de futurs pensionnaires des maisons closes. Comme le souligneront rétrospectivement les journaux américains, c'est une étonnante population qu'emporte l'Evening Star. Aux côtés de ces passagers américains ordinaires riches ou moins fortunés, de sa cohorte de dames promises à la galanterie, une petite armée d'artistes pourra animer les scènes des théâtres dans toutes les variétés du spectacle. Une troupe hétéroclite d'une vingtaine de membres, acrobates, musiciens, minstrels, chanteuses comiques et danseuses, a été engagée par Gilbert Spalding et David Bidwell, entrepreneurs de spectacles et propriétaires de l'Academy of Music de la Nouvelle-Orléans. Gilbert R. Spalding, 1812 à 1880, né à Albany et propriétaire d'un drugstore, ne s'est engagé dans l'univers du cirque qu'à la suite d'une hypothèque prise sur un semblable établissement. À partir de 1843, il met sur pied le Spalding North American Circus et visite une première fois la Nouvelle-Orléans en 1847 à 1848 avant de remonter vers le nord sur le Mississippi grâce à un vapeur loué devenu un floating palace. Le showboat est né. David Bidwell, le nouvel associé, est justement le fils d'un capitaine de vapeur né près de New York en 1821. Après avoir géré des restaurants et hôtels, il est venu rejoindre en 1846 à la Nouvelle-Orléans son frère Henry qui tient une entreprise d'équipement pour les navires. Il est lui aussi atteint par le virus du spectacle à tel point qu'on le surnomme bientôt « le Napoléon des managers ». On le crédite de l'invention des matinées réservées aux femmes et aux enfants, ainsi que du principe du circuit théâtral où plusieurs compagnies spécialisées appartenant au même entrepreneur tournent et occupent à la suite les salles de plusieurs villes. En 1856, l'association Spalding Rogers et Bidwell a racheté le Pélican Théâtre à la Nouvelle-Orléans et le rebaptise Academy of Music. Si Rogers abandonne la partie en 1865, l'entreprise a déjà atteint une taille internationale, précédant le plus célèbre Barnum. En 1867, elle louera le vapeur Guiding Star afin de transporter artistes et chapiteaux de l'autre côté de l'Atlantique à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris. Pour l'heure, Gilbert Spalding, qui devait accompagner ses recrues, est resté à New York pour affaires. Il semble aussi que d'autres passagers ont déclaré forfait. Certains ont même envoyé leurs bagages et malles de costume à bord, mais ne se sont pas présentés à la coupée. Dans la compagnie Spalding, désignée comme un cirque, mais qui pourrait être qualifiée plus judicieusement de music hall, ce sont les femmes aux talents multiples qui constituent le groupe le plus important. Les plus connues sont les 4 sœurs Fowler venues d'Angleterre. L'aînée, Millie Fowler, est arrivée aux États-Unis en 1860 alors qu'elle n'avait pas 20 ans. Elle est d'abord engagée comme danseuse dans la compagnie de Frank Rivers,
un ancien artiste de cirque qui a ouvert les théâtres Mélodéon de New York, Broadway et Philadelphie, en 1859 à 1860. À sa première apparition au Mélodéon de Philadelphie, le 4 septembre 1860, elle est présentée comme The Only Truly Classic Danceuse on the American Stage. Le 9 mai 1861, elle obtient une soirée à son bénéfice. Après l'ouverture de l'orchestre sur la flûte enchantée, des valses dites Crystal Palace Waltz, des danses écossaises, des chansons, on l'admire dans une pièce comique The Two Gay Troubadours avec Kitty Blanchard et Julia Mortimer, puis dans La Nymphe des Bois avec le corps de ballet entier. Elle fait ensuite partie de la tournée qui parcourt la Nouvelle-Angleterre en 1861 à 1862, seconde danseuse sur l'affiche après Kitty Blanchard. L'éclatement de la guerre civile l'incite à repartir en Europe, où elle rejoint sa sœur Clara au théâtre de Haymarket à Londres. Elle revient avec elle à Washington dès septembre 1863. En octobre, Millie forme un duo avec Julia Mortimer dans The Orange Girl of Venice, puis les deux sœurs apparaissent à la fin de l'année dans un ballet pantomime Le Bossu de Notre-Dame avec la compagnie Romani. Durant l'année 1864, le territoire tenu par les États sécessionnistes s'est considérablement réduit, le conflit s'éteint peu à peu avec la victoire du Nord. Les théâtres, les saloons, ouvrent grandes leurs portes pour les civils et les nombreux soldats en permission ou démobilisés, les offres d'engagement fleurissent dans toutes les villes. Alors que la guerre civile s'est enfin achevée, Millie et Clara retournent en Europe, puis retrouvent bien vite la capitale des États-Unis le 24 avril 1865 quand elles font la réouverture du théâtre Canterbury, fermé depuis l'assassinat du président Lincoln le 14 avril précédent. Il se dit qu'elles ont été à Paris pour étudier les dernières modes en matière de danse. Les groupes de sœurs, véritables ou arrangés, sont nombreux et déjà une clé du succès sur les scènes américaines, ils le seront jusqu'à nos jours. Il ne reste plus qu'à faire venir les deux autres sœurs, Emma et Louise, ainsi que leur mère qui s'installe à Philadelphie. Les 4 sœurs Fowler vont se produire désormais ensemble. Millie, 24 ans, Clara, 20 ans, Emma, 22 ans, et Louise, 18 ans, la plus jeune qui les accompagne comme chanteuse. Après Washington et Philadelphie, leur célébrité grandissante les amène en septembre 1865 à New York sur la scène du nouveau Tony Pastor's Opera House, enfin au printemps 1866, à l'American Theatre où Millie gagne $12 par semaine et de nombreux applaudissements. Signe de gloire, Emily et Clara se sont fait confectionner des cartes de visite photographiques cette même année 1866. Selon les rumeurs, Millie passe aussi pour être suivie par William D., admirateur, protecteur et fils d'un banquier de Philadelphie. Lorsqu'elle monte sur le pont de l'Evening Star, Millie ne peut repousser une certaine appréhension. Elle a traversé maintes fois l'Atlantique, longé la côte du nord au sud au nord pour courir ses engagements, mais lorsqu'elle est revenue de la Nouvelle-Orléans il y a 2 ans, elle a échappé par miracle à un naufrage. Pris dans une tempête, le vapeur North America sur lequel elle s'était embarquée le 16 décembre 1864 pour rejoindre New York a sombré 6 jours plus tard avec 197 disparus. Si ces derniers étaient principalement des militaires de l'Union regagnant leur foyer, les 4 femmes présentes à bord ont pu s'échapper sur le premier canot. Avec elle également, Julia Mortimer, 25 ans, native de Philadelphie, chanteuse, actrice, danseuse est apparue alternativement sur les scènes de New York, Baltimore et Washington. Depuis leur rencontre à Philadelphie, il y a 6 ans, elle a été bien des fois la partenaire de Millie. Il faut ajouter, Mary Duval qui a fait partie d'un autre groupe de sœurs, les Duval Sisters, Minnie Taylor, de New York, qui est moins connue tout comme Maria Hewlett, la fille d'un policier de New York assassiné, et qui ne va embrasser la carrière du spectacle que pour subvenir aux besoins de sa mère. Mathilde Delphine, née au Canada, est une danseuse qui suit son mari William Ray en contribuant par son énergie à ses shows de minstrel, lui passant les 30 instruments dont il joue alternativement et l'assistant dans ses tours de magie. Parmi les hommes, le cabaret domine également, car le mélange soutenu des genres, cirque, musique, danse, comédie correspond pleinement au rythme américain. Tout comme dans les foires du vieux continent, les spectateurs marchent, boivent, fument, discutent, s'arrêtent un temps devant le numéro qui a rassemblé les autres consommateurs. Sur les scènes des théâtres, ce sont les spectacles de la troupe Ravel, associant à leur numéro d'équilibristes des sketchs comiques, de la danse, des intermèdes musicaux,
des scénettes et extraits de pièces qui ont donné le ton dans les années 1840. Deux minstrels ou éthiopians, Frank Girard et William Ray, sont de solides gaillards d'une trentaine d'années. Ray et son frère, décédés depuis peu, ont fait partie des Sanford Minstrels of Old Bowery. Par la suite, Ray est devenu un magicien monté là aussi sur la scène de Tony Pastor. De son côté, Girard a débuté dans la partie avec les Houles Minstrels de Brooklyn en 1863. Il y reste peu de temps puisqu'avec la guerre, il s'engage dans la marine. Le chanteur comique Thomas Butler, qui se fait aussi appeler Thomas Russell, est un ancien serveur du restaurant Meshoot's de Broadway. Il est remarqué par Pastor en fréquentant ses établissements, tavernes et music-halls de la grande ville qui ont été surnommés les Free and Easy. Cette nouvelle catégorie est apparue à la suite d'un règlement pris à New York en 1862, voulant interdire la vente d'alcool dans les établissements de spectacle. Les exploitants, notamment ceux des Niblo's et Wallack's Garden, ont trouvé la parade. L'entrée est gratuite, sans admission, car le chiffre d'affaires est reporté sur les consommations du bar toujours présent. Les établissements sont redevenus des barrooms où l'on consomme. Pourtant, dans une autre salle tout à côté, une scène bruyante et animée attire toujours les clients qui n'en sont séparés que par un mince rideau. Thomas Butler va s'élancer sur une véritable scène en 1863 au Varieties Theatre de Détroit, puis au Chadwick de Chicago. Deux autres garçons, moins connus et semblant plutôt recrutés sur le fil, complètent l'affiche. Edward S. Barry, d'origine irlandaise et chanteur à Philadelphie, Edward Murray, chanteur et danseur de 22 ans qui laisse à New York une jeune femme de 17 ans. Les véritables artistes de cirque sont les deux Nicolo, des acrobates confirmés. James Nicolo est déjà venu à New York en 1853 avec le cirque Franconi, installé dans une copie du Grand Hippodrome de Paris. En Europe, il a formé sa pupille Bobby, lui aussi italien, surnommé également le Young Nicolo ou The Flying Boy, qui a déjà volé sous la coupole de l'Alhambra de New York 3 ans auparavant. Ils reviennent tous deux de Grande-Bretagne et de Cuba avec les Tollin Brothers, en fait William Rodney et Thomas Tolliday, qui exécutent d'autres tours de force au trapèze. Ces derniers sont accompagnés de leurs épouses. À l'instar du Ville de Paris, la croisière ne manquera pas d'artistes pour occuper les journées sur le pont ou les soirées dans le salon. Les Français amènent des chanteuses et des musiciens de qualité, les Américains des danseuses émérites et des comiques de la scène new-yorkaise qui raviront tout le monde. Par contre, les Français auront du mal à apprécier ce qu'est un minstrel, très loin de l'évocation des ménestrels médiévaux. Le genre, répandu sur tout le continent américain et apprécié à Londres, est pratiquement inconnu dans l'Hexagone. Un étrange personnage est aussi associé à la troupe par certaines gazettes. Samuel Wilde Hardinge est arrivé d'Angleterre il y a 6 mois et se propose à 30 ans de tourner la page d'une vie assez mouvementée en montant sur scène comme acteur dramatic reader. Ancien officier de la marine de l'Union, il est surtout connu pour avoir épousé à Londres en août 1865 Ed Boyd, Isabella Maria Boyd, l'espionne sudiste. Après avoir capturé celle-ci sur le forceur de Blocus Greyhound en mai 1864 et en être tombé amoureux, il a été mis aux arrêts et renvoyé pour complicité d'évasion. Alors que sa femme entame une carrière d'actrice en Grande-Bretagne en profitant de sa notoriété, il retourne à New York pour tenter une semblable reconversion sans succès. Poursuivi par des créanciers, il se serait embarqué sur l'Evening Star. Après avoir reconnu leur cabine, tous les passagers sont remontés sur le pont pour assister au départ. C'est toujours un véritable cérémonial que personne ne veut manquer, même ceux qui n'ont personne à saluer sur le quai. Les marins enlèvent la passerelle, débordent depuis les couvre-roues, les amarres sont décrochées. À 3h30 de l'après-midi, la machine en pression lance les premiers tours. L'eau déjà accélérée par le mouvement de l'étrave est frappée par les aubes sous les larges tambours et retombe en pluie sur les sillages qui encadrent la coque. Les 2 lignes parallèles d'écume marquent la route puis s'évanouissent avant l'horizon. 3 heures après avoir quitté le quai, le pilote du port de New York est débarqué une fois les Narrows franchis. Les voiles sont établies, phare carré et brigantine sur les 2 mâts, elles vont appuyer la machine mais surtout atténuer le roulis. Si elles ne peuvent à elles seules faire voler le navire comme sur les fameux clippers, le confort et l'efficacité de la propulsion y gagneront sur la houle de l'Atlantique.
Celle-ci se révèle particulièrement forte le premier soir, attisée par un bon vent d'est. La pleine mer s'ouvre devant l'Evening Star alors que la cloche du souper retentit. L'ordonnancement des repas sur les navires américains a de quoi surprendre les voyageurs français. Un breakfast est servi entre 7 et 10 heures du matin pour compenser le lever parfois difficile et transi des passagers. Il faudra attendre 14 heures pour le dîner ou late lunch, mais le souper, supper ou EVT, n'est pas loin derrière pour combler la faim creusée par l'air du large. Souper chaud, mais léger. Il est amené à 18 ou 19 heures et conclut bien rapidement la journée que l'on ne peut guère prolonger que par des discussions, des jeux ou des cigares pour les hommes. Pendant les périodes de beau temps, les passagers se penchent volontiers le long du bastingage pour contempler le spectacle des grandes roues, l'eau ruisselée et l'écume filée en sillage figurant la vitesse du navire. Lorsque la mer se creuse, comme les navires à aubes sont fins et montent bien à la lame, l'étrave s'élève droit vers le ciel, hésite un bref moment avant de retomber vers le gouffre, les cœurs se serrent comme sur un manège de montagne russe. Parfois, une rafale plus forte que les autres appuie sur la haute cheminée et provoque une embardée soudaine. Le pont glisse, on entend tourner l'une des roues dans le vide, les bras se tendent pour retrouver l'équilibre avant que le navire ne se redresse et ne reprenne sa route en gémissant. Le troisième jour est marqué par l'office du dimanche dans son rigorisme protestant, une distraction tout de même pour les Français, un acte d'importance pour les Américains. Tous les passagers sont réunis dans le salon arrière qui fait office de temple. Le capitaine Knapp entouré de ses officiers se transforme en pasteur. Chaque citoyen des États-Unis tient sa Bible à la main. Le capitaine lit un passage de l'Ancien Testament. Après chaque verset, les assistants murmurent le verset suivant. L'office dure une demi-heure de 10h à 10h30. Peut-être étonnés par cette ferveur dans le Nouveau Monde, les artistes ne peuvent se douter qu'ils seront l'objet d'une dispute entre les deux rives de l'Atlantique, mais les mots s'affronteront par-dessus leurs corps disparus dans les flots. Personne ne pourra dire si, durant les 4 ou 5 premiers jours de traversée, du 28 septembre au 2 octobre, les Américains conversèrent beaucoup avec eux qui ne parlaient pas un mot d'anglais, et si les notables firent l'éloge de leur cité en promettant d'assister aux représentations de l'opéra. Dorénavant, seul le bruit et la fureur des vagues marqueraient les témoignages. Le lendemain du départ, le vent affaiblit et les 3 journées des samedis et dimanches 28, 29 septembre, du lundi 1er octobre qui voit dépasser le cap Hatteras, seront ceux d'une belle et tranquille croisière dont le souvenir s'effacera totalement. C'est au milieu de l'après-midi du 2 octobre que le temps va s'accélérer au rythme de plus en plus soutenu des vagues. Rétrospectivement, il sera reproché au capitaine Knapp d'avoir maintenu le cap, de ne pas avoir prévu ou compris ce qui allait advenir. Se réfugier dans un port, se rapprocher de la côte n'était pas si facile, car les havres sont rares et les rivages inhospitaliers, l'échouage conduisant plus sûrement au drame. Lorsque le baromètre a baissé brusquement, les voiles doivent être ferlées, la vitesse diminuée de 11 à 5 nœuds, à ce moment la fuite n'est plus possible, il faut seulement lutter contre la mer. Les 2 pointes des mâts décrivent des compas dans un ciel de plus en plus noir, les cordages résonnent, l'écume du sillage est tout de suite avalée par les vagues. Depuis 4 jours, l'Evening Star a brûlé une bonne partie de son stock de combustible prévu pour le trajet New York-La Havane. Il est moins enfoncé, accroissant la dérive, son centre de gravité s'est encore rehaussé augmentant l'amplitude du roulis exposant le pont et les œuvres mortes, c'est-à-dire les écoutilles, les roufs et leurs portes d'accès au cou de la mer. En prenant le vent de face, les rafales s'appuient sur la longue proue droite et entraînent la coque dans de furieuses embardées corrigées de plus en plus difficilement par les timoniers qui s'agrippent à la barre. Les marins appellent cet effet le coal fever, la maladie du charbon, quand le navire semble tituber et chercher sa route. Le stress sur la drosse, la chaîne commandant le safran est immense, sa rupture va donner à la mer l'occasion de ses premiers coups. Les craquements et gémissements de la coque sont de plus en plus rapprochés. Le hurlement du vent et la plainte du navire couvrent bientôt le halètement de la machine, dont le rythme régulier s'interrompt dans des à-coups de plus en plus répétés. L'enchaînement matériel des faits est un opéra tragique et inexorable, rapide et lent à la fois, où la fureur et le bruit vont crescendo. À 22 heures en pleine nuit, l'océan envoie coup après coup. La drosse du gouvernail sort des guides et se rompt. Incontrôlable, l'Evening Star pivote lentement et se met en travers de la lame. Les chocs sont de plus en plus violents,
L'obscurité et le bruit empêchent de voir les éléments arrachés peu à peu. Les couvre-roues sont les plus exposés lorsque les masses d'eau s'y engouffrent et font voler leur couverture en planche. Mis en pièces, ils ne protègent plus le logement de la machine et même le salon des passagers qui lui fait suite. Entièrement dévoilées, les grandes cages métalliques des roues tournent toujours, mais impuissantes à imposer leur mouvement. Aux craquements et gémissements de la structure ont succédé les coups sourds des bordées qui se désagrègent. Le supplice durera près d'une heure avant que le gouvernail ne soit réparé. Le safran sous contrôle et avec l'aide de la machine, le navire ne se redresse face à l'océan. Entre-temps, les œuvres mortes, celles qui défendent la coque, ont terriblement souffert. Les capots des descentes, les écoutilles et certains sabords ont été défoncés ou emportés. Les paquets de mer continuent d'embarquer par l'avant et par les brèches occasionnées dans le flanc tribord, le plus endommagé. L'eau ruisselle dans les descentes, se répand sur le plancher et dans les cabines. Par les panneaux brisés, on voit les malles et les bagages flotter dans la cale. Les marins affectés au pont sont très peu nombreux. Ils ne sont qu'une dizaine et il n'y a ni charpentier ni réserve de planches pour colmater les ouvertures béantes. Les portes intérieures des cabines, les tables, les meubles vont servir de barrage. Les passagers aident à les démonter, les assembler, les maintenir face à la mer et au vent combiné. D'autres écopent et évacuent par des récipients de fortune, quelques seaux, des crachoirs, de la vaisselle. L'autre combat se mène dans les fonds autour de la machine qui doit maintenir le cap. On ne compte plus les heures de cette épuisante bataille, lorsque la drosse du gouvernail se brise à nouveau. Quelques minutes plus tard, soumis au choc, le tuyau d'admission de vapeur principale se rompt et arrête définitivement propulsion. Les cages des grandes roues s'immobilisent tout comme le balancier désormais figé vers le ciel. La chaufferie et la machine ont été provisoirement évacuées, avant que le chef mécanicien Robert Finger redescende dans la première pour remettre en marche la machine auxiliaire, le petit cheval ou donkey engine qui va alimenter les pompes. Il est 3 heures du matin du 3 octobre. L'équipe et la machine vont travailler pendant 1h30, ballottés bousculés, jusqu'à ce que le raccord d'alimentation de vapeur se brise à nouveau à son tour. Au-dessus des têtes, la claire-voie est détruite, venue du ciel noir d'encre, la mer glacée se déverse en vagues puis en cataractes. À 5 heures au matin du 3 octobre, devant l'envahissement, il faut mettre bas le foyer de la chaudière sous peine d'explosion, entraînant l'arrêt définitif de la pompe. Quand les chauffeurs et mécaniciens évacuent après avoir libéré les derniers souffles de vapeur, l'eau monte jusqu'à leur ceinture, le charbon flottant à la surface. En haut de l'échelle, ils vont découvrir le pont ravagé, un champ de bataille déserté. La cabine de timonerie à l'avant a été emportée. Les 2 couvre-roues ont entièrement disparu. On n'aperçoit plus que les grandes cages inertes et l'armature métallique en A, qui les soutient face aux assauts des vagues. Le navire est vaincu, condamné à brève échéance, il ne reste plus au capitaine Knapp à ordonner l'évacuation, pénétrer dans le Rauf Salon, le Social Room, où ont été regroupés les passagers, pour la plupart des femmes. Les ceintures de sauvetage, par ailleurs en nombre insuffisant, ont déjà été distribuées. Les dames les ont reçues en priorité, et elles devront se contenter de ce mince viatique. Il se peut qu'elles soient sorties de leur casier pour la première fois depuis la mise en service du navire. Les toiles ont séché avec le temps et sous l'accumulation de poussière, les cordons sont râpés et usés. En dessous, les cabines sont déjà inondées, l'eau montant rapidement des fonds va se mêler à celle rentrée par les sabords et les écoutilles. Des témoins se souviendront avoir vu plusieurs passagères entièrement nues. Certaines, d'abord réfugiées dans leurs étroites cabines, n'avaient peut-être revêtu que leurs robes de chambre et leurs minces chemises de nuit qui se sont déchirées en s'agrippant aux cloisons ou les unes aux autres dans l'obscurité et la terreur. Les vêtements ont-ils été ôtés pour se débarrasser de lourds effets trempés depuis plusieurs heures, pour mieux nager dans un dernier combat, ou pour paraître devant le Créateur? D'autres évoqueront les bijoux et les broches roulant sur le plancher d'un bord à l'autre de la pièce. Les images de ce spectacle vont résonner avec la présence des artistes, des prostituées, pour faire de l'Evening Star la nef du péché. Ce n'est que lorsque le capitaine a annoncé l'irrémédiable abandon, que les passagers ont quitté leur bien précaire abri du salon. C'est donc au dernier moment que les canots vont être descendus sans préparation aucune. Ils n'emportent ni gréement ou voile, ni instruments de navigation, ni réserve de nourriture ou d'eau. Présentement,
Il n'aurait été d'aucune utilité chargeant de frêles esquifs qui ne suffisent déjà pas à ceux qui tentent de monter, et doivent se serrer tout en agrippant les plabords pour ne pas basculer. Comme l'eau affleure déjà le pont, ils sont largués à niveau sans trop de mal, d'autant que le mouvement de balance frénétique du roulis s'est atténué avec l'enfoncement de la coque. Une fois débordés de quelques mètres, les canots chavirent et se retournent dans les cris de leurs occupants. Tel est le sort du premier, où l'on a regroupé un maximum de femmes avec le second officier William Goldie. Il en sera de même des 3 autres, plusieurs fois, de nombreuses fois. McMahon, l'aide mécanicien, verra 4 embarcations mises à l'eau et bientôt retournées, les 2 autres resteront attachés au navire qui sombre rapidement. La coque envahie jusqu'au barreau du pont, l'Evening Star semble aspirée par la mer. Pendant qu'ils s'accrochent aux canots renversés ou aux espars en se battant pour maintenir leur tête hors des vagues, des témoins se souviendront avoir vu les derniers occupants du navire regroupés sur le Hurricane Deck alors que la coque a déjà été avalée par l'océan. Cette plateforme semble flotter quelques instants comme un radeau, mais elle s'est déjà ouverte, disloquée en multiples éléments. Tous sont désormais plongés dans la tempête alors que le jour commence à poindre. Les pièces de bois précipitées les unes contre les autres sont à la fois leur fragile survie et l'arme qui va les tuer. Le capitaine Knapp, qui nage parmi elles en tentant de s'agripper à un canot renversé, disparaîtra ainsi. Ils ne seront que 22 à être revenus de l'autre-delà des morts, dans 4 canots recueillis sur des lieux très éloignés. 2 embarcations vont dériver vers le sud jusqu'en Floride, 2 autres seront récupérées dans la journée du 5 octobre par 2 navires de passage, leurs occupants ramenés à Charleston et Savannah. Dorénavant, l'histoire s'inscrira dans les journaux. La presse reprendra essentiellement les témoignages de 2 officiers, Ellery Allen, le commissaire de bord, et Robert Finger, le chef mécanicien, ainsi que celui du passager William Harris, tout en publiant de trop courtes listes de rescapés dressées à la hâte. Allen, Finger et Harris sont arrivés à Savannah le 8 octobre avec le schooner S.J. Waring. Le lendemain 9 octobre, le schooner Morning Star en provenance de Cardenas, Cuba, déposera à Charleston les survivants d'un second canot qu'il a recueilli en pleine mer le 5 octobre. Les 9 occupants du premier canot ont été sauvés par le brig Fleetwing en route de Belize à Liverpool. Ils vont être transférés en mer le lendemain 6 octobre sur le schooner S.J. Waring reliant New York à Apalachicola en Floride, et amenés à Savannah le 8 octobre au matin. On dénombre 7 marins dont 2 officiers et seulement 2 passagers. Ellery S. Allen, Robert Finger, Frédéric Schaffer, chauffeur, John Power, marin, George Smith, marin, Dennis Gannon, serveur, Roland Stevens, serveur, William Harris, passager et négociant de Williamsburg, Edward Larney, un autre passager. Descendu du Morning Star à Charleston le 9 octobre, on dénombre alors 7 personnes. William Lyon, un timonier qualifié de pilote mais qui avait embarqué comme passager, Andrew McMahon, le second mécanicien, le cuisinier John Berry, 2 passagers Van Sickles et Asanza ainsi que les 2 seules femmes survivantes, témoins uniques et pourtant rapidement oubliés qui sont Minnie Taylor de New York, chanteuse engagée par Spalding, et Nellie ou Molly Wilson, de New York également, une serveuse qui est par là même supposée fille de salon dans le sens grivois. Cette stigmatisation new-yorkaise des waiters vient de ce que si leur salaire est relativement confortable, elles doivent pour conserver leur emploi, faire de plus en plus assaut d'élégance ou de mauvais goût sur leurs tenues à la fois nombreuses et renouvelées aux dernières modes de Paris. Ce luxe particulièrement dispendieux que ne s'accorderait pas encore une dame de la bonne bourgeoisie, fait tout de suite douter les observateurs qui suggèrent insidieusement qu'elles complètent leurs revenus en accordant des frivolités à leurs clients en fin de soirée. Ces 2 rescapés qui auraient pu faire l'objet des attentions empressées, des regards les plus compatissants, des éloges sur leur courage ou leur résistance, n'apparaissent que dans les listes des débarqués. Quoique très éprouvé, W. Lyon va rentrer de Charleston à New York sur le vapeur Quaker City dans la première semaine de novembre. Les 2 femmes, Minnie Taylor et Nellie Wilson, restent à Charleston, au Cities Hospital, en piètre condition. On ne trouve pourtant nul commentaire de la presse et l'on ne sait si la mort les a poursuivis jusqu'à terre. À Savannah, le commissaire de bord Ellery Allen, Robert Finger et le passager William Harris vont repartir sur New York à bord du vapeur Virgo le 11 octobre. Ce sont eux que la presse entendra d'abord, avant de reprendre ultérieurement la correspondance de Frank Girard envoyée depuis la Floride.
Franck Girard, le minstrel, a abordé après jour de mer en unique passager avec 4 marins sur l'île Amelia en Floride, dans un lieu appelé Fernandina qui est l'ancien patronyme espagnol de l'île. Il semble, dans des lettres qui lui sont attribuées, à moins que l'on ne parle pour lui, accuser de maltraitance les marins avec lesquels il a partagé le canot pendant de très longues journées. La dernière embarcation, qui a abordé en Floride le 8 octobre, emportait également 2 passagères et un seul marin, le second officier William Goldie. Le sort ultime des 2 passagères rajoute encore à l'horreur, puisque d'après le témoignage de ce dernier, le canot se renverse sur la barre avant le rivage. Les femmes trop affaiblies pour se relever ou tenter de gagner la plage vont tomber à la mer. On ne pourra même pas enterrer les dépouilles de Miss Rosa et de Miss Anna, dévorées par les requins. Épilogue sur les flots, la goélette William Gregory allant de Cardenas à Boston rencontre en mer une malle flottante remplie d'effets, des robes de soie et de mousseline, jupons et corsages brodés, un bracelet en or, quelques lettres. Le William Gregory doit également faire relâche à Savannah pour réparation, et y ramène ce dernier témoin de l'Evening Star. Le détail est relevé Pierre Véron dans un article du Petit Journal du 17 novembre 1866, qui parle d'une carte de visite de la mort. La confusion qui règne toujours en comparant les différents articles vient de cet éparpillement des témoignages dans le temps et l'espace, et des retranscriptions dans les rédactions. Le fait même que la goélette Morning Star porte le même patronyme que le sister ship du malheureux Evening Star engendre déjà quelques troubles dans certains journaux étrangers. Mal guidée ou en quête de sensationnel, la presse new-yorkaise, qui est reprise dans tout le pays et au-delà, place sur l'Evening Star des personnages qui n'y ont jamais été. Le manifeste des passagers embarqués fourni par la compagnie a été dressé à la main, avec d'inévitables fautes renouvelées par la typographie des journaux et retranscrit avec difficulté dans les dépêches électriques, celles du câble télégraphique Morse. Rétrospectivement, l'exactitude du nombre des victimes comme des passagers embarqués est mise à caution, mais dans des proportions bien moindres que pour d'autres catastrophes. Le rôle de l'équipage est bien fixé à 57 au total, dont 14 pour le pont, 20 pour la machine et 23 pour l'hôtellerie, cuisiniers, garçons de cabine. Les passagers d'entrepont, steerage ou 3e classe sont au nombre de 53. Les membres de la troupe Spalding-Bidwell sont toujours comptés à 23 et assez bien identifiés. La difficulté survient justement avec la compagnie française, incluse dans la cabine classe, 1re et 2e classe mélangées. Le problème pour les Américains d'appréhender les noms français s'ajoute à la tenue pas trop rigoureuse du registre d'embarquement et des réservations. Plus tard, dans certains souvenirs égrenés dans la presse américaine, la troupe française deviendra italienne tant il est évident que l'opéra est resté majoritairement italien au tournant des 19e et 20e siècles. De l'autre côté de l'Atlantique entre les 14 et 25 octobre, malgré les erreurs de transcription, la suite des dépêches transatlantiques vient confirmer les craintes. Il n'y a qu'une poignée de survivants américains et la troupe a péri tout entière dans la tempête. Il est temps pour le comité des artistes dramatiques de commander le service funèbre à l'église Saint-Roch de Paris, qui sera célébré le mardi 5 novembre. Aux côtés du baron Taylor, 2 figures officielles, Camille Doucet, directeur des théâtres, et le maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur. Le baron Isidore Taylor, 1789 à 1879, est l'une des grandes figures du milieu intellectuel et artistique français en prise directe avec le régime aux côtés de Prosper Mérimée, Émilien de Nieuwerkerk. Il a été le créateur des sociétés de secours mutuels pour les artistes dramatiques en 1840, pour les musiciens en 1843. À la tête de l'administration de la Maison de l'Empereur qui fait office d'un véritable ministère de la culture, le maréchal Jean-Baptiste Philibert Vaillant, 1790 à 1872, a succédé à Achille Fould le 4 décembre 1860. Sous son autorité, Camille Doucet, 1812 à 1895, auteur dramatique à 16 heures, est le directeur des théâtres depuis 1863 et depuis peu, a le titre de directeur général en réunissant les anciennes fonctions de directeur et surintendant. Derrière les représentants de l'administration, les gérants des principales salles parisiennes se mêlent aux familles, aux collègues et aux amis, dont la veuve du comédien Clarence récemment disparu, pour l'hommage de la Corporation des artistes du spectacle.
Pour la presse qui a rendu compte de l'événement, l'Assemblée se sépare sur la promesse d'un monument ou d'une stèle, l'attribution de secours pour les parents, conjoints ou orphelins laissés dans le besoin. Parallèlement à la cérémonie parisienne, le 6 novembre au matin, une messe est organisée au Havre à la demande de l'impresario de Grosse et du directeur du théâtre du Havre des Fossés. Aux côtés du conseil municipal, du sous-préfet et des personnels de diverses scènes locales, le commandant surmont du paquebot Ville de Paris qui avait conduit les artistes jusqu'à New York, y assiste accompagné de son état-major. La quête parmi les artistes du Havre produira 500 francs, une somme honorable, mais pas aussi importante que l'émotion manifestée, ce qui fait dire que certains acteurs locaux se sont tenus très égoïstement à l'écart de l'hommage. Plus généreuse, la Compagnie Générale Transatlantique offrira 1000 francs par l'intermédiaire de son directeur au Havre, William Iselin. Desfossés les transmettra à Paris, où la Société des artistes dramatiques promet d'ouvrir une souscription pour l'achat d'un lot au cimetière de Montmartre en vue de l'érection d'un monument commémoratif. Au total, Desfossés remettra le 20 novembre au Comité de Paris la somme de 1926 francs, les frais du service à Notre-Dame déduits et avec la part de la Compagnie transatlantique. Après le Havre, la solidarité des établissements de province doit se manifester à Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulon. À Lyon même, où vivent la mère et la petite-fille de l'une des victimes qui avait pourtant fait le succès de plusieurs soirées du Grand Théâtre, le public ne se pressera guère à la soirée organisée par le directeur Mr. D'Herblay. C'est un négociant de Roubaix qui adressera 100 francs à Madame Veuve d'Esterbeck. Mais peut-être connaissait-il déjà la famille ? Monseigneur Donnet, archevêque de Bordeaux, autorise une quête lors du service funèbre donné à Notre-Dame le samedi 24 novembre. À Marseille, le directeur Allenzier a commandé une messe pour le jeudi 29 novembre. S'il y a du monde dans la nef, la quête dans l'assistance sera bien maigre, 600 francs qui se rajouteront aux 400 offerts par les artistes eux-mêmes. L'Église, toujours méfiante vis-à-vis des gens de théâtre, a refusé que ceux-ci tiennent la corbeille des dons. Les actrices parcourant les travées auraient peut-être eu trop de succès dans la nef. Parmi les figures récurrentes des lendemains de catastrophe, les journaux placent l'évocation d'une prémonition, d'un avertissement auquel l'implacable destin n'a pu permettre d'échapper. Elle est attribuée à la doyenne, Céline Caillot, qui aurait reçu d'une voyante l'annonce de la fortune funeste. À l'époque du spiritisme, la prémonition de la catastrophe par une voyante est une figure récurrente des articles de la presse grand public. Henriette Couédon, qui prétend être en communication avec l'ange Gabriel, assoira sa renommée lors de l'incendie du bazar de la Charité en 1897. Le Titanic sera également l'objet de ces avertissements post-datés. Avant de s'embarquer au Havre, Céline s'épanche de ses pressentiments auprès d'une collègue qui joue à Deauville. À 54 ans, elle est loin de l'égérie mondaine et libertine qu'elle a été en compagnie de jeunes intellectuels devenus des célébrités officielles. Stendhal, Mérimée surtout, auquel elle a demandé un secours financier avant d'accepter d'embarquer vers l'Amérique, à contre-cœur sans doute. Depuis de nombreuses années, elle cachetonne dans des rôles mineurs et son exil dans la lointaine et étrangère province de Louisiane où elle ne connaît personne, risque d'être définitif. Il est aussi vrai que Céline a eu une bien mauvaise expérience des voyages en mer, avec le faux départ en décembre 1864. Déjà engagée par Marcellin à Laïsa pour son théâtre de Mexico, la troupe embarque au Havre sur l'Iowa, un vapeur d'une nouvelle compagnie britannique, la London New York Steamship Sea. Si le navire à hélice est récent, sa conduite va le mener dans la nuit, droit sur les roches de la plage d'Aumonville non loin de Cherbourg. Les 165 passagers pourront y débarquer, mais les bagages seront perdus lorsque le bâtiment, la proue défoncée, se couche sur le flanc. Une partie des artistes, environ la moitié, renonceront à poursuivre dont Céline Caillot qui passe pourtant pour avoir encouragé ceux qui voulaient continuer. Le 16 septembre, avait paru dans le journal La Comédie un article présentant l'embarquement des deux compagnies. Opposée à celle de New York, jeune et bientôt triomphante, la sévère critique de celle de la Nouvelle-Orléans fait apparaître rétrospectivement ce tragique voyage comme désespéré. Pourtant, avec certains de ses acteurs, la constitution de la troupe aurait à nouveau mis en relation deux scènes du théâtre français à l'étranger les plus anciennes et les prestigieuses, celle du Théâtre Royal Français de La Haye et du Théâtre Français de la Nouvelle-Orléans. Un mois plus tard,
c'est l'incompréhension et l'affliction qui ouvrent les colonnes des disparus. À l'aide de listes aux noms estropiés et de quelques anecdotes terrifiantes reprises aux publications d'outre-Atlantique, la presse parlera désormais en courte ligne d'une affiche qui aurait pu être celle du succès de l'opéra français dans une ville qui ne se signale plus désormais que par le prix du coton affiché à la rubrique commerciale. Exagération et distorsion ont marqué cet événement dès qu'il fut connu, mais cette transformation est en elle-même intéressante par la signification qu'elle prenait à l'époque et qu'elle aurait aujourd'hui si nous récapitulons les faits et leur reproduction médiatique sans plus de précaution avec la suffisance et les préjugés de notre siècle. Les naissances conjointes de la grande presse populaire et du télégraphe électrique ont entraîné une course de vitesse dans l'information où le manque de vérification se satisfait d'erreurs multiples de transcription, de coquilles d'imprimerie, de reprises sans relecture des parutions précédentes. Le premier télégraphe transatlantique vient juste d'être posé par l'Anglo-American Telegraph Company, et la nouvelle est le premier grand drame qu'il transmet de l'autre côté de l'océan. La confusion tient aussi au fait que les survivants ont abordé dans 4 canaux entre le 5 et le 8 octobre, sur une côte allant de Savannah en Géorgie à la Floride. Les marins se taisent et quelques survivants monopolisent les témoignages qui reproduisent les mêmes images d'effroi. La concurrence nourrit une recherche du sensationnel, ce qui sera plus tard le gros titre, rajoute de l'horreur vécue, à ce qui n'en manque déjà pas, sollicite les témoignages les plus saisissants ou les plus vengeurs, afin d'attirer et de retenir le lecteur qui va ranger l'événement parmi ses certitudes sur l'injustice de la société ou l'inéluctable force de la main de Dieu. Dans les années suivantes, la prise de distance de la catastrophe va amener d'autres distorsions, celle des chiffres après celle de l'identité des passagers. Au fil des mois ou des années, le nombre des victimes passera d'un peu moins de 300 la vérité à près de 500. Surtout, le nombre des supposées filles de joie grimpe d'une quarantaine à près de 90 où elles auraient alors représenté près de la moitié des passagers. Elles sont là pour raviver l'image puritaine du vaisseau du péché, lancé au lendemain du naufrage par un pasteur nommé Smith. Ce sont surtout elles qui ont captivé l'imagination quelque peu hypocrite des Américains. La violence et l'ampleur humaine de la catastrophe n'ont pas empêché sa mémoire de s'estomper assez vite. L'année suivante 1867, la France du Second Empire connaissait son apogée avec l'Exposition universelle de Paris sur le Champ de Mars. Nos 50 acteurs, musiciens, étaient déjà remplacés par une génération nouvelle. Les États-Unis, oubliant leur guerre civile, allaient devenir une grande puissance industrielle accueillant des millions d'immigrants européens. Par contre, la Louisiane entrait dans la torpeur d'une province du Sud, le protectionnisme fédéral et les nouvelles colonies dont l'Europe était désormais nantie ont réduit les exportations de coton et de tabac. Capitale de l'État le plus pauvre de l'Union, la Nouvelle-Orléans devenait une reine déchue vouée au tourisme et à la licence des mœurs. Son image s'associerait à la corruption de ses politiques au milieu d'une fête transformée en carnaval permanent. The show must go on. Le spectacle continue. Rien n'est plus vrai pour l'opéra français de la Nouvelle-Orléans qui ne peut rester vide. Paul Alaïza, directeur imprévu et sans artiste, va faire appel à Edward Calabresi. Ce nouveau codirecteur au patronyme italien est aussi français par sa naissance à Montpellier, et belge par les nombreuses scènes qu'il a administrées avec un certain succès, Liège, Gand, Verviers, Spa. Il est le responsable du Théâtre Royal de Liège depuis le début de l'année 1866, et anime également la saison d'été de Spa. À la croisée des chemins de l'Europe lyrique, il est le mieux placé pour un recrutement et l'annonce de son acceptation paraît dès le 4 novembre. Paul contacte également l'impresario Max Strakosch à Montréal, dont la troupe de l'Italian Opera Company avait ouvert le début de l'année. Aux côtés d'Angiolina Ghioni, la soprano, et d'Agostino Susini, la basse, qui donnent leur nom à la compagnie, on remarque Amelia Patti Strakosch, la femme de Maurice Strakosch et la sœur aînée d'Adelina Patti. Jeune et encore inconnue, cette dernière s'était déjà illustrée sur la scène de la Nouvelle-Orléans en 1860 à 1861. Aujourd'hui, elle triomphe en Europe sous la direction de Maurice. Présente également sur le Vieux Contient, sa sœur cadette Carlotta a remis sa carrière dans les mains de Bernard Ullmann. Le nom de l'illustre famille s'inscrit des deux côtés de l'Atlantique et pour les impresarios, les lauriers s'attachent aux trois sœurs.
Avec les étoiles qui voyagent à la vitesse des grands express et des transatlantiques, le spectacle est devenu un commerce mondial. Le 7 novembre 1866, la compagnie Ghioni Susini joue Crispino et la Comare des frères Ricci. Le 12 novembre, Faust de Gounod. Le 16 novembre, place au théâtre avec une pièce d'Octave Feuillet, La Rédemption, donnée grâce à quelques acteurs de l'ancien théâtre d'Orléans, le prédécesseur du moderne French Opera House, une salle plus ancienne qui a été réduite en cendres il y a peu. Désormais épaulé par Edward Calabresi, Paul Alaïsa ne renonce pas à la Nouvelle-Orléans et repart pour Paris constituer à nouveau une véritable troupe. De retour le 1er juin 1867, il débarque à New York du paquebot Europe de la Compagnie Générale Transatlantique en provenance du Havre et de Brest. En transit pour la Nouvelle-Orléans, il précède ces nouvelles recrues qui vont s'embarquer le 16 octobre 1867 à Saint-Nazaire sur le Panama, un autre paquebot à roues de la Transat. En empruntant cette ligne qui poursuit jusqu'à la Veracruz de Mexico, ils passeront par la Havane au lieu de New York pour atteindre la Nouvelle-Orléans, conjurant le sort de l'Evening Star. La tête d'affiche se partage entre Jeanne Audibert et Aline Lamblay, d'origine belge et premier prix du Conservatoire de Bruxelles. Aline Lamblay a été engagée en janvier 1867 par Carvalho, comme première chanteuse soprano, au Théâtre Lyrique de Paris. En attendant ses débuts prévus en mai, elle parcourt la province durant les mois de janvier et février où elle interprète notamment une nouvelle valse de Francesco Vergoni, Fait ou Femme. Elle passe successivement à Rennes, Laval, Le Mans puis à la Société Philharmonique de Boulogne-sur-Mer. La Comédie du 13 janvier 1867 la voit ainsi. Cette prima donna ressemble à Adelina Patti avec 3 ans de moins. Nous avons déjà eu l'occasion de l'applaudir dans les réunions de l'Hôtel d'Amérique, qui se sont acquis une grande renommée à Paris. Montée sur la scène du Théâtre Lyrique un peu plus tard le 19 mars, on la voit plus précisément dans Violetta, la version française de la Traviata de Verdi. Le critique Paul Ferry reste sur ses gardes. Nous ne méconnaissons pas la promesse de son talent, mais il y a loin des encouragements qui lui sont dus à son ensevelissement sous un tas de fleurs. Trop de Belges, voyez-vous. Mademoiselle Lamblay est née outre Quiévrin. Elle a le teint mauresque et son regard atteste une filiation espagnole. Dupré l'a formée à son école, fruit un peu hâtif. Sa voix est inégale, criarde, aventureuse, mais ce que Mademoiselle Lamblay a surtout contre elle, ce sont ses amis. Gustave Bertrand du Ménestrel est plus élogieux. Mademoiselle Lamblay, premier prix du Conservatoire de Bruxelles puis élève de Dupré, est une belle personne à la physionomie expressive, au jeu déjà très intelligent et très hardi. Tantôt elle semble s'abandonner, tantôt elle a des élans pathétiques. C'est à présent une artiste inégale, mais avec laquelle il faudra compter. Au milieu de l'été 1867, elle est portée sur le tableau de rentrée de la Monnaie à Bruxelles avant de faire bientôt courir le bruit qu'elle est souffrante, qu'elle risque de résilier, et enfin que son remplacement sera assuré par Mademoiselle Eustache, une autre élève de Dupré engagée à Douai. Connaisseur de l'école belge, Calabresi vient de la détourner vers l'Amérique. Elle deviendra un peu plus tard Madame Paul Alaïsa et suivra son mari sur les scènes du monde. Malgré ses sacrifices, malgré ses efforts et son obstination, les espoirs vont se ternir, la Nouvelle-Orléans n'est plus la capitale musicale du Nouveau Monde. Les échos de ces théâtres ne résonnent plus en France, ni même dans le reste de l'Amérique. Après l'embellie de la paix, la situation économique de la Louisiane ne s'est pas vraiment redressée avec les cours du coton. Lorsque l'association Alaïsa Calabresi a été confirmée pour la reprise de l'automne 1867, les recrutements ont été à nouveau confiés à l'agence Perron et Gaudrat de Paris, mais ils sont plus difficiles, plus onéreux. Vu de la capitale française, alors en pleine effervescence de l'expo, l'Amérique se paie. La comédie, qui était si dubitative vis-à-vis des malheureux de l'Evening Star, salue un an après l'élite des artistes français. Aline Lamblay, qui n'a jamais été appréciée de Paul Ferry, fait seule les frais de ses sarcasmes. C'est de nouveau une troupe complète, comédie et opérette, qui a embarqué à Saint-Nazaire avec Paul Alaïsa le mercredi 16 octobre 1867 sur le Panama. Les profils sont assez semblables aux disparus de l'Evening Star, entre France et Belgique, scène de province et courte apparition parisienne, début ou fin de carrière. Picot,
premier ténor de grand opéra qui a été entendu à la Porte Saint-Martin lors des représentations de Norma et La Valeur sûre, Decré, second ténor, est presque inconnu des gazettes, Dufresne alias Damiani, le ténor Légère est en fin de carrière, le chevalier, baryton est encore jeune, les basses sont Dupin et Van Huffelen, ce dernier venu du Théâtre Royal de Liège. Les cantatrices sont Madame Audibert, Demoiselle Fanchetti et Lamblay. Après la Porte Saint-Martin, Henri Picot, originaire du Havre où il avait été l'élève de Bonasseur, fut engagé 2 ans à Gand puis à Nantes. Le baryton Le Chevalier, originaire de la Martinique, s'est fait remarquer au concours du Conservatoire de 1865. Il a alors 20 ans, avant de se diriger vers Toulon et Caen. Il a passé la saison d'été 1867 à Boulogne, où les voyageurs britanniques en correspondance apprécient toujours leur première étape continentale entre la table du restaurant et le salon de la Société lyrique. Pour Joseph Dufresne, né à Lyon le 4 mai 1824 et qui se fait appeler à l'italienne Damiani, il s'agit bien du dernier engagement. Il a longtemps représenté une valeur sûre sinon un nom. Il a débuté sa carrière à l'Opéra-Comique en 1851, a été engagé à l'Opéra de la rue Le Pelletier, en 1859 tout en assurant le secrétariat de la Société des concerts du Conservatoire. Chez les femmes, si Madame Audibert est une étoile confirmée, Demoiselle Fanchetti, forte chanteuse, et Lamblay sont encore à leur début. Malgré les succès de l'Africaine, La Belle Hélène, Roméo et Juliette, la rentrée et la saison 1867 à 1868 ne tiennent pas leurs promesses. Déjà en août-septembre 1867, une épidémie de fièvre jaune, le terrible vomito negro, a encore frappé pour se répandre dans tout le golfe du Mexique au rythme des lignes maritimes. On dénombrera dans la cité un peu plus de 3000 victimes, rappelant les précédentes épidémies de 1853 et 1858. Avec des déplacements et des contacts fréquents, marins et militaires sont particulièrement exposés puisque les nécrologies recensent le général Wheaton et des membres de son état-major, le lieutenant-colonel Wood, le major Leslie Smith, ainsi que l'équipage du vapeur Maaska. Les comédiens y ont échappé grâce à la traditionnelle fermeture des théâtres durant l'été, où ils se dirigent vers le nord. Si Paris a également connu de brèves alertes du choléra en 1865 à 1866, amenant la désertion des salles, l'époque des grandes pandémies en Europe occidentale semble s'être achevée laissant la Louisiane ressembler aux territoires coloniaux soumis aux fièvres et maladies qui effraient tant d'Européens. Durant les tournées du printemps 1868 dans les cités du Nord et sur les côtes du Texas, l'impétueuse Madame Audibert a pris le pas sur Aline Lamblay. Le premier ténor Dufresne, qui a dépassé la quarantaine, ne retrouve plus sa voix. Seul par son allant et sa mise à prêter, le baryton Le Chevalier se détache particulièrement. Grand, très brun et la moustache fière. La rivale d'Aline Lamblay, Madame Audibert, est une personnalité. Née Jeanne-Adèle Guyot à Bordeaux le 18 avril 1834, elle tient une grande expérience, ayant débuté à l'Opéra de Paris en 1858 avec le rôle d'Azucena dans Le Trouvère. Qualifiée par la comédie de magnifique contralto à la belle et riche corpulence, elle a créé l'Africaine dans le rôle de Célica à Lyon puis à Bordeaux. Dans ce dernier théâtre, ses exigences et sa dispute avec le directeur lui valent d'être débarquée à la 23e représentation et remplacée séance tenante par Madame Gaston Lacaze qui réussit à capter les faveurs du public à son grand désarroi. À la Nouvelle-Orléans, Madame Audibert est toujours aussi crâne. La direction Alaïsa Calabresi lui ayant refusé une loge de faveur pour ses amis, elle n'hésite pas à envoyer au guichet sa domestique de couleur qui fait aussi office de coiffeuse, la réserver pour ses patrons. Pratique courante de la bourgeoisie locale, l'employé n'y voit pas malice et Jeanne Audibert paraît le lendemain, seule dans la loge parée de tous ses bijoux. Peut-être déçue par l'Amérique, les ragots ou atteinte par le mal du pays, Jeanne Audibert s'embarquera dès le 30 mai à New York sur le paquebot du Havre. Calabresi la suivra le 15 juin afin de remplacer et de compléter l'effectif pour la prochaine saison. Pendant ce temps, le second directeur Paul Alaïsa s'est uni à la jeune soprano Aline Lamblay. Leur carrière va tourner à nouveau, ils seront ensemble, parfois sur la même scène mais surtout pour la vie. En congé de la Louisiane à New York,
Aline Lamblay-Alaïsa va rejoindre pour des extras la compagnie Bettman qui a diffusé avec succès les dernières productions d'Offenbach au Théâtre Français de la 14e rue, puis s'est transportée au Niblo's Garden, plus propice lorsque la chaleur de l'été engage un combat sans merci avec l'assistance. Le 1er août, elle présente Barbe Bleue. Lucille Tosté, la tête d'affiche, a été remplacée par Irma Marié. Aline Lamblay tient le petit rôle de Fleurette. Bettman entamera ensuite une tournée vers le nord, de Saint-Louis jusqu'à Montréal. Revenue dans la grande cité le 11 septembre au Niblo's puis au Pix Opera House, elle clôturera en décembre cette année 1868 dans une pièce plus ancienne du maestro de l'opérette, Les Bavards. Aline est Inès l'Aragonaise, Lucille Tosté, Roland la Griffoul, l'Alcade Cristobal. À la Nouvelle-Orléans, le tableau de la rentrée 1868 à 1869 va fortement s'enrichir autour de Mr. Picot, toujours premier ténor, et de la première basse Van Huffelen tandis que Mrs. Dufresne, le Chevalier et Madame Fanchetti Fay sont repartis en Europe. Cette dernière a épousé Caliste Fay, le jeune premier, le 16 mai. Concevant une vie de famille française, elle sera engagée à Strasbourg pour la rentrée d'automne 1868. Parmi les nouveaux on dénombre Émile Engel, premier ténor d'opéra comique qui a officié aux Folies Parisiennes, Albert Julien, second ténor, Lauban, troisième ténor, Perron, premier baryton, Paulmy, second baryton, Antonin Porte, seconde basse. Les dames sont Marie Cambier, forte chanteuse falcone, Amélie Bourgeois, forte chanteuse contralto, Marie Hasselmann, chanteuse légère. Cette dernière, élève de Madame Viardot-Abad, est montée pour la première fois sur une scène à Varsovie l'hiver dernier, avant de reprendre des leçons auprès d'Henri Warnaud à Bruxelles. Ernest Gravier est toujours régisseur et metteur en scène. Privé, le chef d'orchestre de vaudeville et répétiteur Calabresi dirigeant le Grand Opéra. Chez les comédiens, Madame Nantier-Moreau est grand premier rôle accompagnée par son mari qui fait également office de second régisseur. C'est Calabresi qui est allé cette fois-ci chercher les recrues, et c'est à nouveau sur le Panama qu'ils ont embarqué à Saint-Nazaire, le vendredi 16 octobre 1868. La reprise est programmée pour le 18 novembre avec Guillaume Tell. Amélie Bourgeois est tombée malade dès son arrivée à la Nouvelle-Orléans. On ne la retrouvera qu'en décembre dans le Trouvert aux côtés de Picot et de Marie Cambier, Éléonore. Van Huffelen se fera remarquer dans La Juive. Pour le Nouvel An, Calabresi va donner 2 comédies, Paris ventre à terre et Cadet Roussel. Aline Lamblay-Alaïsa est revenue au sein de la compagnie et effectue sa rentrée à la Nouvelle-Orléans, le mardi 20 janvier 1869, dans Le Barbier, où elle apparaît un peu paralysée. Le dimanche 25, Ernest Gravier joue Charles Quint et Alfred Moreau Don Juan d'Autriche dans la pièce homonyme de Casimir de la Vigne. Par contre, l'opéra comique a du mal à séduire les Américains, les 3/4 du public à côté de la petite colonie française. Ni Haydée, ni Roland à Roncevaux ne les transportent et seule la belle Hélène commence à prendre puisque sa reprise fait salle comble, mais en grande partie pour l'attraction qu'exerce Madame Alaïsa. En avril, le Don Juan de Mozart réunira MMES Lamblay-Alaïsa, Cambier et Hasselmann. Le 29 avril 1869, Aline Alaïsa reçoit sa soirée à bénéfice dans Les Amours du Diable, avant de laisser place à la compagnie itinérante Brignoli pour 4 représentations. Si l'on en croit le correspondant de la comédie, un étrange phénomène se produit alors lorsque le vrai public français déserte la salle et laisse la place aux anglo-saxons qui vont assister aux interprétations nasillardes de la troupe du Nord. L'opéra italien qui devrait les réunir tous, ne peut combler le fossé séparant encore les 2 branches de l'élite orléanaise. La compagnie Brignoli est limitée en moyens, le directeur et 4 acteurs à l'affiche dont la jeune chanteuse Mademoiselle Durand. Elle se contente souvent d'extraits, mais l'ostracisme est révélateur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.